Otep la famille. Cette fois-ci, nous allons lire une communication de Tchekanta Diop au colloque international centenaire de la conférence de Berlin 1884-1885 qui s'est tenu à Brazzaville du 26 mars au 5 avril 1985 à l'initiative de la Société africaine de culture. Cette communication a été publiée dans les actes de ce colloque Présence africaine Paris 1987. On ira de la page 41 à la page 71. Je vous laisse en compagnie de Kuimo pour le reste. Bonne lecture. Apport de l'Afrique à la civilisation universelle. L'Afrique est le continent que Hegel et, à sa suite, les idéologues modernes ont exclu de l'histoire. Même Karl Marx. Friedrich Engels pensait que si les Blancs sont plus intelligents que les nègres, c'est uniquement parce qu'étant des pasteurs, ils se nourrissaient de viande et de lait. De déformation en déformation, le continent mère de la civilisation passe aujourd'hui pour celui où l'esprit n'a jamais brillé. À la suite de nombreux travaux récents, ses fils devenus amnésiques commencent à retrouver la mémoire historique. En effet, l'Afrique est le continent producteur de valeurs de civilisation par excellence. À 3 reprises, de la haute préhistoire à l'aube des temps modernes, la civilisation, science, technique, philosophie, a essaimé de l'Afrique vers l'Europe en particulier et le reste du monde en général. Ce sont ces 3 étapes que nous voulons caractériser brièvement ici, tout en restant strictement sur le terrain de la rigueur scientifique. Il s'agira surtout d'éviter de tomber dans le travers idéologique que nous avons souvent dénoncé. De la haute préhistoire au début de l'écriture, 5 millions d'années à 4000 ans avant Jésus-Christ, Afrique, berceau de l'humanité. À la suite d'Arambourg, on a souvent répété que le berceau de l'humanité est un berceau à roulettes appelé à changer de continent avec les progrès de la recherche. En fait, il n'en est rien. Ce berceau avait été placé initialement en Asie pour 3 raisons. La présence très ancienne des 3 races noir, blanc, jaune, la découverte du Pithecanthrope à Java, à une époque où le sous-sol africain était à peine fouillé, et enfin la tradition biblique qui situe le berceau de l'humanité en Palestine, la création d'Adam et Ève à partir de la terre glaise. Au fur et à mesure que les nouvelles découvertes s'accumulaient, le berceau a glissé, il est passé de l'Asie en Afrique et ne semble plus devoir quitter ce continent. Malgré les prises de position très prudentes de quelques savants tels que Darwin au XIXe siècle, Dart en Afrique du Sud, l'abbé Breuil d'Arambourg, Teilhard de Tchardin, L.S.B. Leakey, les institutions des auteurs anciens, il y a une trentaine d'années à peine, il fallait beaucoup de témérité scientifique pour prendre au sérieux l'idée que l'Afrique puisse être le berceau de l'humanité. Les jugements dévalorisants qui pesaient sur une Afrique colonisée au surplus n'y aidaient point. Pour être crédible, pour faire sérieux, pour être dans le ton, il fallait se garder d'épouser une pareille opinion. De la part d'un Africain, ce ne pouvait paraître aux yeux des autres que comme une folle prétention et un complexe de coloniser. Hominoïdes et hominidés. Il existe 2 grandes branches de singes, les platyrrhiniens ou singes du Nouveau Monde et les catharrhiniens ou singes de l'Ancien Monde, Asie, Afrique, Europe. La première branche des platyrrhiniens, dont les variétés sont attestées surtout en Amérique du Sud, est exclue du processus évolutif qui a conduit à l'hominisation. Donc le Nouveau Monde, les 3 Amériques, n'a pas vu naître l'homme. Celui-ci y est entré déjà formé sous les traits d'un Homo sapiens au Paléolithique supérieur par le détroit de Bering, comme nous le verrons ci-après. Seuls les catharrhiniens sont impliqués dans le processus de l'hominisation. Rappelons que les hominoïdes regroupent l'homme et les grands singes, tandis que les hominidés comprennent l'homme et ses cousins, Australopithèque, Homo habilis, Homo erectus. Il y a quelques années seulement, les paléontologues situaient la séparation entre hominidés et grands singes à une époque confinant à 15 millions d'années environ. Mais les progrès vertigineux de la biologie moléculaire donnant naissance à une nouvelle science, la génétique des fossiles, ont permis de renouveler profondément les idées sur le processus de l'hominisation. L'arbre phylétique de l'humanité est dessiné avec plus de précision. Grâce aux résultats de l'analyse biochimique utilisant les réactions immunitaires ou l'hybridation de l'ADN, on tient pour acquis maintenant que les grands singes africains sans queue, le gorille et singulièrement le chimpanzé, sont plus proches de l'homme que les grands singes asiatiques comme l'orang-outan et le gibbon.
Ces deux derniers spécimens, eux non plus, ne sont pas impliqués ou le sont très peu dans le processus. Ils se sont séparés du tronc commun il y a environ 16 millions d'années, bien avant le gorille et le chimpanzé. Ce dernier présente une similarité génétique avec l'homme de l'ordre de 99%. On peut déduire de cette parenté biologique que le dernier ancêtre commun au gorille, au chimpanzé et à l'homme vivait il y a environ 2 fois moins longtemps que le dernier ancêtre commun à tous les hominoïdes. Les mêmes analyses, contrairement à ce qu'on croyait, rangent le Ramapithecus parmi les grands singes primitifs de type Sivapithecus, orang-outan, donc très éloigné de l'homme. La séparation des hominidés et des grands singes se serait effectuée il y a environ 7 millions d'années. La série des hominidés débute avec l'Australopithecus à ossature massive. Et au crâne surmonté d'une crête sagittaire. Il existe sûrement à partir de 3,5 millions d'années. C'est l'âge que l'on attribue ordinairement à l'Australopithecus afarensis, baptisé Lucie, et découvert en Éthiopie. Les traces de pas ou empreintes de l'Étoli en Tanzanie, découvertes par Mary Leakey et attestant de l'existence de la bipédie, appartiendraient à la même époque. L'origine de l'Australopithecus est probablement plus reculée car on vient de découvrir au Kenya un fragment de mandibule qui remonterait à 5 millions d'années, âge qui nécessite une confirmation par une datation radiométrique. Il y a environ 2,5 millions d'années coexistaient 3 hominidés, l'Australopithecus robustus, l'Australopithecus gracile avec une boîte crânienne plus volumineuse que le précédent et une ossature moins développée, et enfin l'Homo habilis, nettement plus évolué que les Australopithecus, avec un crâne plus volumineux, 700 cm3. Les rapports entre ces 3 hominidés sont loin d'être clarifiés. Dans l'état actuel de la recherche, il semble que ces 3 spécimens n'aient jamais atteint un potentiel d'expansion suffisant pour sortir de l'Afrique, mais il ne s'agit peut-être que d'une situation provisoire. En 1982, une équipe anglo-américano-canadienne fit à Chezo-Wanja au Kenya une découverte qui serait capitale si elle était confirmée. Selon ses auteurs, l'Australopithecus robustus, l'hominidé le plus primitif qui inaugure la lignée, aurait fait du feu il y a 1,4 million d'années. À côté du foyer et des reliefs de repas, une industrie lithique assez surprenante, quoique rudimentaire, et une poterie archaïque en argile cuite, non moins surprenante. Jusqu'ici, on attribuait le premier feu à l'homme de Pékin de la grotte de Chukutian, 500 000 ans. Les 3 hominidés cités ci-dessus furent suivis par l'Homo erectus, anciennement appelé Pithecanthrope, 1800 à 100 000 ans. L'Homo erectus a dû cohabiter un court laps de temps avec l'Homo habilis, et peut-être même avec l'Australopithecus, si son origine remonte aussi loin que le veulent certains spécialistes, 4 millions d'années. Le volume de son cerveau était en moyenne de 800 cm3. Il est le premier hominidé qui sortira de l'Afrique à des époques variées pour aller peupler l'Asie et l'Europe, Pithecanthrope de Java, homme de Totavel, etc. Son industrie typique est le biface et le hachero qu'il introduisit surtout en Europe méridionale. Sur le plan de l'évolution morphologique vers l'homme moderne, l'Homo erectus est suivi par l'homme de Broken Hill, Zambie, qui est un néandertaloïde typique daté de 110 000 ans par les acides aminés. Si cette date était confirmée, il en résulterait une remise en question de l'origine géographique du Néandertal. En effet, l'âge le plus ancien communément admis est 80 000 ans, début du Wurmien pour les spécimens européens. Mais ces âges, en dehors du fossile de Saint-Césaire, 35 000 ans, ne sont pas déterminés par des méthodes radiométriques. La nouvelle méthode de carbone 14, fondée sur la spectrométrie de masse et permettant de reculer sensiblement les âges carbone 14 aux confins de 70 000 à 80 000 ans, pourrait rendre ici des services appréciables. En effet, la méthode de datation par les acides aminés doit être calibrée par celle du carbone 14 pour que les résultats soient fiables. On peut donc émettre un doute quant à l'exactitude de la date du fossile de Broken Hill. Mais il est devenu indispensable de soumettre, autant que faire se peut, tous les fossiles néandertaloïdes africains, européens, palestiniens, etc. à des critères sévères de datation radiométrique. La nouvelle méthode carbone 14 n'est pas destructive car elle ne nécessite que quelques milligrammes de matière organique ou carbonatée.
Un prélèvement sur le fossile est donc concevable, bien que les ossements soient de mauvais matériaux pour la datation à cause des pollutions qu'ils peuvent subir, surtout en climat chaud et humide.